Raphaël, merci de nous recevoir chez toi, Mais avec plaisir. voilà, en Guadeloupe, Grande Terre. Voilà. Donc, on est là pour honorer ton travail avec ma maison d'édition Exuvie et la sortie de tes deux ouvrages, deux premiers Oui, ouvrages chez nous, le guide des associations alimentaires et le guide des vitamines et minéraux. Mm. Tout à fait. Voilà. Un travail de fond que tu as fait, donc un gros boulot de reprise des fondamentaux de l'hygiénisme, parce que bon, Tout à on fait. rappelle, nous sommes tous les deux hygiénistes formés par Désiré Mérien, entre autres. Exactement. Et puis dans la lignée du courant hygiéniste depuis les années 60. Et donc ça fait écho aussi au travail d'Herbert Shelton, qui avait C'est lui-même ça. produit un livre qui avait été diffusé au Courrier du Livre en France par Gérard Lisette sur les associations alimentaires. C'est ça. Shelton est un peu le premier, on va dire, à mettre un peu de manière formalisée cet aspect-là et le rendre, on va dire, populaire. Hein, on va dire ça comme ça, parce qu'il y en a d'autres qui ont parlé déjà de ça avant lui, mais c'est lui, on va dire, qui a fait un peu le gros travail de synthèse et pour le rendre populaire. Ouais, c'est ça. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de comprendre pourquoi, en fait, manger sain, entre guillemets, ne suffit pas. Vous avez peut-être des aliments bio, vous avez peut-être travaillé sur quel type d'aliments sont bons, entre guillemets. Et encore, on peut voir qu'on va On peut voir avec une... réfléchir à ce Voilà, qui est c'est bon ou ça. pas, oui. C'est ça. Et C'est puis, ça. c'est une série de 3 vidéos. La deuxième, on va parler du gluten Ouais, aussi, puis de voir que, bien sûr, ça peut poser un problème, mais c'est peut-être aussi l'arbre qui cache la forêt. c'est ça. Et donc là, dans ce travail que tu as fait, c'était de dire, quelque part, là, on voyait des aliments qui sont connotés très sains, C'est ça. mais il y a aussi comment on les associe. Et c'est souvent je dirais, la troisième étape. C'est au début, on se dit, bah tiens, je vais commencer à m'intéresser à l'alimentation, je mange bio, c'est très bien, mais on peut manger des chips bio, hein, y a pas de Manger des souci. chips bio, on peut manger du sucre bio, et Ouais, il y a puis du le coca bio. bio. Moi, j'aime bien dire aussi, les législations ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Oui, Vous avez du bio qui vient du Chili, de Chine ou je sais pas, de Nouvelle-Zélande ou autre. Les législations n'étant pas les mêmes, il y a des produits phytosanitaires qui peuvent être utilisés dedans. Mais à partir du moment où le label a été estampillé dans ce pays-là, ça peut on ne être le contredit pas. exporté. Voilà. Exactement. Donc Ah, ça, c'est le piège aussi qu'on peut avoir. ça pose problème là, par exemple, on est en Guadeloupe, on va faire une petite parenthèse. Donc, il y a une exportation de bananes relativement moins importante que la Martinique, par exemple. Mais il y a des bananes bio d'Amérique centrale, voire du Sud, qui arrivent en Europe. Mais dedans, il y a 7, 8 C'est ça. agents chimiques qui sont interdits en Europe, mais qui sont autorisés là-bas pour avoir la certification bio. Donc, en Exactement. fait, en effet, le bio ne se vaut pas. Donc, déjà, on voit déjà qu'il y a une C'est première pour chose. ça qu'il y a bio et bio, donc c'est une première notion déjà à avoir, c'est que souvent on se dit ouais si c'est bio c'est tout bon, et en fait non, on peut enlever des pesticides mais on n'enlève même pas forcément tout. Et puis c'est pas parce qu'on a enlevé les pesticides que tout est forcément sain dans l'alimentation. Exactement. Et donc, ça, c'est la première strate. En général, on se dit, bon, je vais commencer à manger bio. Donc, on voit déjà, ça fait un petit entonnoir, mais c'est pas une garantie de succès. Ensuite, on va se dire, je vais commencer à enlever des catégories d'aliments, les aliments ultra transformés, les sucres. Je vais peut-être même enlever les grignotages. Pourquoi C'est pas? déjà une étape, ouais. Voilà. Donc, on améliore, puis on se dit, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé mon équilibre. Sauf que, on voit qu'il y a des soucis de digestion, ça fermente, ça putréfie, on a des gaz, on a des ballonnements. On se rend compte que c'est pas optimal, que notre digestion est pas top, qu'on a des gros coups de barre dans la journée. Donc, l'alimentation bio et l'alimentation saine ne suffisent pas à avoir une bonne énergie ou on va dire de nous entretenir une bonne muqueuse intestinale en Tout à l'occurrence, fait. ou de faire en sorte qu'on ait une bonne vitalité. Là, il faut passer, je dirais, à la troisième étape, c'est celle de la compatibilité des associations alimentaires. Exactement. Ça résout pas tout, mais en tout cas Mm. ça va permettre vraiment de passer un cap. Alors là, de ce que tu as abordé, tu parles beaucoup de choses sur la sphère digestive. Donc là, comme on parle de digestion, forcément il y a un levier qui est quand même très conséquent à ce niveau-là. Mais on voit aussi beaucoup de personnes qui disent oui, mais moi j'ai changé d'alimentation et j'ai encore tel souci de santé. Mm. Et en effet, c'est pas forcément juste de changer d'alimentation qui va garantir le souci de santé, parce que si vous changez d'alimentation et que vous continuez de mal digérer, ça impacte le système digestif, mais ça va impacter aussi l'intérieur de l'organisme. Ouais. Donc ça, c'est souvent quelque chose qu'on ne perçoit pas directement, c'est que ça va créer des surcharges supplémentaires qui vont affaiblir en fait le corps. Et donc tout ce que le corps doit faire comme travail pour gérer ces surcharges, c'est du travail en moins pour faire d'autres choses qui sont déjà Notamment au niveau de la sphère hépatico-biliaire, donc exact. surcharge du foie. Et puis, si la muqueuse est altérée, la muqueuse de l'intestin, pardon, ça peut créer aussi des réactions immunitaires et puis déclencher l'apparition de maladies auto-immunes. Tout à fait. Alors qu'on a l'impression de bien manger, ce qui paraît extrêmement paradoxal. Mais c'est ce qu'on a vu aussi dans l'engouement du phénomène végétarien, Mm. où beaucoup de personnes se sont ruées sur les céréales légumineuses et puis se sont dit, haro sur les produits animaux, puis C'est en fait se ça. sont retrouvés avec des maladies chroniques Exactement. assez lourdes, en se disant, mince, je croyais que j'avais tout fait, j'ai mangé bio, je suis végétarien, C'est ça. et au final, ça m'a
ça m'a saccagé plus qu'avant. Est-ce que tu pourrais nous dire deux, trois mots par rapport à ça? Je vais dire deux, trois mots, puis je vais même commencer par une anecdote là-dessus, où j'ai des personnes, je vais dire un truc qui peut peut-être choquer des hygiénistes, mais des personnes que je fais revenir vers des œufs ou de la viande ou du poisson, parce qu'ils sont dans un tel état que ces produits céréaliers, ces produits à graines, n'arrivent plus à être tolérés du tout. Et à un moment donné, il faut quand même manger quelque chose pour trouver son équilibre. Quand il n'y a plus rien qui passe au niveau de ces aliments, il faut choisir, on va dire, ce qui peut fonctionner, qui aura le moins d'effets négatifs sur le corps. Donc même si on dira la viande c'est pas bien, bah oui, mais la viande ça peut être bien mieux que des trucs qui passent pas quand on mange des céréales ou des légumineuses par exemple. Alors moi, je vais rebondir dessus. Bah, en effet, là, c'est un pavé dans la main. On n'a pas prévu d'en parler, mais on le jette ensemble. Et moi, j'abonde dans ton sens. Et, euh, j'ai fait réintroduire à beaucoup, beaucoup de personnes des produits d'origine animale. Et peut-être stupéfait. Non, mais vous êtes hygiéniste et vous-même, vous n'en mangez pas. Oui, mais on s'en moque, en fait. On n'est pas dans le dogme. On n'est pas dans l'idéologie. On est dans le pragmatisme C'est ça. nutritionnel. Là, ça passe plus. Vous n'avez plus assez d'énergie vitale. Votre réponse au niveau intestinal de votre microbiome ne fonctionne plus, il faut être pragmatique. Revenir à du dense, et puis bah, les fibres sont trop irritantes, même quand elles sont ramollies. Et donc bah, là, on se rend compte on- on ne peut pas avoir de chapelle, en fait. C'est ça exactement. Et c'est ça qui est important d'ailleurs. Et donc dans cette dynamique-là, avec la notion donc, de ce qu'on est en train d'aborder là-dessus, c'est de comprendre que finalement, euh, le choix des aliments est important. Mais le choix des aliments, si c'est de mal les digérer, vous pouvez prendre le meilleur aliment du monde. Moi, je le dis toujours comme ça, prendre le meilleur aliment du monde et mal le digérer, ce sera toujours avoir quelque chose qui nous tire vers le bas. Donc c'est vrai que dans cette dynamique-là, vaut mieux prendre des choses qui des fois sont un peu moins bonnes, entre guillemets, d'un point de vue brut, d'un point de vue intrinsèque, mais que le corps va pouvoir supporter et exploiter correctement. Donc ça va du choix des aliments par rapport à ce qu'on évoque ici, puis après, bien sûr, la notion de combinaison, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent passer ensemble, et puis il y a plein de choses qui peuvent ne pas passer ensemble. Et pour aller dans ce sens-là, moi j'aime bien répondre aux gens qui me disent, ouais, mais moi, mes grands-parents mangeaient comme ça. Ah oui, ils ne suivaient pas les combinaisons alimentaires au sens strict, mais regardez l'alimentation qu'ils avaient avant, qui était en fait beaucoup plus simple. Parce qu'ils mangeaient moins fréquemment, parce qu'ils faisaient moins de mélange globalement quand même sur les repas, parce que les desserts, c'était pas forcément monnaie courante, c'était quelque chose qui arrivait C'était le de temps dimanche. en temps. Voilà, le Ouais, dimanche, t'as le raison. repas de fête, hein. Donc on avait finalement une approche de l'alimentation qui était très différente et qui amenait à ces personnes-là, on va dire, quelque chose que leur corps pouvait supporter. Et nous, notre mode alimentaire a tellement bougé, en fait, que le corps en surcharge constamment qu'au bout d'un moment, il n'arrive plus à gérer, tout simplement. Donc c'est des adaptations avec bah, les problèmes digestifs, puis des problèmes de foie, puis des problèmes immunitaires et autres. C'est pour ça que dès la couverture, on avait mis, là, vous allez la voir à l'écran, il y avait même du poisson gras. Alors, c'était un peu, pas de la provoque, mais on va dire du C'est ça. pragmatisme, de dire, bah, qu'est-ce que ça fait sur un livre d'hygiénisme du poisson gras? Eh bien, bon, déjà, il faut savoir que l'hygiénisme n'est pas monolithique, comme bien même on a l'impression que Shelton a tout structuré, mais il est décédé bah, il y a 40 ans Oui, puis il y aujourd'hui. a des choses qui peuvent un peu bouger, évoluer. C'est ça. Et c'est qu'on a vu, on voit, comme tu le dis, beaucoup de personnes qui sont en sous-vitalité. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a très peu d'énergie nerveuse pour digérer et encore moins pour détoxifier, qu'on des fois très lourdes, très congestionnées. Et là, si on n'est pas carré au niveau des combinaisons et des associations alimentaires, eh bien, en fait, on pourra mettre les meilleurs aliments du monde, ça ne va pas fonctionner. Donc là, cet entretien et le but de ce livre, c'est vraiment de dire attention, les aliments, oui, mais il y a une recherche et des fondamentaux à comprendre qui vont bien plus loin que sortir de l'aliment. Parce que moi, souvent, je dis, bah, là, cet aliment-là serait bien de le retirer. Et Jean-Marc me dit, bah, oui, mais par exemple, dans le professeur Joyeux, dans une newsletter, il dit que le brocoli, c'est vachement bien. J'ai dit, oui, moi, j'adore le professeur Joyeux, on échange, on était encore au téléphone il y a 2 jours. C'est quelqu'un qui fait un travail de fond incroyable, mais fait par exemple, dans une newsletter, quelque chose de pédagogique de manière globale. Il n'est pas en train de faire une consultation avec vous, et sans C'est doute qu'il ça. vous dirait, bah, là, ça passe pas pour vous. L'idéal, ça serait que vous puissiez en manger. Mais là, dans l'état actuel des choses, c'est pas possible. Ce crucifère-là, avec ces fibres-là, ça ne peut pas passer sur votre muqueuse. Et donc, ah, mais par contre, des symptômes qui montrera que on a fait un bon travail, c'est que vous puissiez le digérer. Ça de réintégrer ça, c'est souvent quelque chose que j'aime bien amener, c'est cette notion de dire vous ne tolérez plus quelque chose, on va faire un travail, et puis 2 mois, 3 mois, 4 mois après, on peut commencer à réintégrer certains aliments. Et ça veut dire que le corps a réouvert sa capacité de tolérance, et c'est bon signe, parce que justement, vous avez plus de force pour supporter ce qui arrive. Alors justement, tu parles d'intolérance, de tolérance, pardon, et moi je voudrais te parler d'intolérance. On voit, il y a plein de personnes qui doivent venir vers toi comme vers moi,
avec des listes d'intolérance alimentaire à rallonge. C'est Alors ça. on dit, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On les évince tout, on mange plus rien, ou alors on essaie de comprendre ce que ça raconte du problème de fond. Est-ce que tu nous pourrais nous parler justement de problématiques des intolérances alimentaires qui ont beaucoup été mises en lumière, notamment par le travail de Jean-Pierre Villel il y a une vingtaine d'années, on peut dire, qui avait sorti un super ouvrage dessus. Mais aujourd'hui, avec les associations alimentaires, on peut avoir un autre éclairage sur ce phénomène-là. Bah, les intolérances alimentaires, ce qui est bien de regarder, c'est que on ne n'est pas intolérant. Plus souvent, quand on fait la diversification alimentaire, la majorité du temps, on arrive à intégrer des aliments. Il peut y avoir des choses qui sont un peu délicates sur la digestion, souvent parce qu'on va trop vite. Mm. Mais sinon, en dehors de ça, on voit qu'on supporte. Et à partir du moment où on voit que le phénomène d'intolérance s'installe avec le temps, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui est lié au terrain. Et quand on dit, nous, en hygiénisme, c'est que bah, le terrain, c'est la clé, finalement, il faut aller travailler ce terrain. Donc le terrain, c'est quoi? Bah, c'est le microbiome intestinal qui se déséquilibre, puisque notre microbiome régule l'inflammation localement au niveau de l'intestin, l'inflammation générale dans le corps, régule les réponses immunitaires, régule encore notre état métabolique, enfin, beaucoup de fonctions finalement. Et à partir de ce moment-là, bah, quand ça commence à bouger excessivement à ce niveau-là, on va commencer à avoir des réactions qui deviennent bizarres, anormales, même sans faire des choses, on va dire, extrêmes et catastrophiques au niveau alimentaire. Et puis après, c'est le mucus protecteur qui nous protège moins bien, donc la muqueuse qui est à nu, qui commence à se faire agresser de plus en plus, qu'on arrive de moins en moins à réparer, parce que le foie et le système immunitaire étant tellement sollicités que le corps n'arrive pas à faire tout en même temps. Et puis à partir de ce moment-là, bah, c'est la porte ouverte à la surcharge. Et bah, nos deux barrières principales, c'est le foie et le système immunitaire. Et donc à ce moment-là, bah, il arrive de plus en plus souvent que le système immunitaire se manifeste en disant stop, stop ce truc-là, moi je le veux plus, parce que ben, ça m'agresse en fait, donc on dit stop. Et ben, bien sûr, stop, si on continue de manger l'aliment régulièrement, ben, on va être dans l'inconfort au quotidien, en tout cas régulièrement, avec des réponses euh, qui peuvent faire penser à des sortes de réponses un peu allergiques, mais qui ne sont pas des réelles allergies, hein. Il y a une vraie distinction entre les deux, mais où on va prendre un aliment et il est à peine dans l'estomac qu'on va déjà avoir des gènes, des douleurs, on va avoir des fourmillements, donc des symptômes d'électricité, des trucs neuraux qui peuvent apparaître, brouillard cérébral, des choses comme ça. Et donc là, on est vraiment dans une réponse où le corps dit stop parce qu'il est agressé par quelque chose. Donc là, c'est intéressant. Ce que tu nous dis, c'est qu'en gros, c'est toujours pareil en hygiénisme, on se moque un petit peu du symptôme. Par contre, on se dit, là, il y a une porte d'entrée pour aller comprendre, et c'est à jouer un peu au détective pour voir qu'est-ce qui, de manière causale, vient créer ce déséquilibre. Mais encore une fois, si vous êtes sujet à des intolérances alimentaires, allez plus loin que, évidemment, que l'aliment, mais regardez plutôt, bah, déjà, si vous mettez de manière répétée des aliments où il y a peu de plages de repos, nous, on est fan du jeûne, évidemment, donc si vous laissez votre intestin se réparer, votre foie se détoxifier, se régénérer, ben, ça sera beaucoup mieux. Puis c'est surtout de choisir des aliments qui ont une capacité à irriter le moins possible votre muqueuse, puis à la fois déséquilibrer le moins possible votre microbiome. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition d'une association alimentaire? Qu'est-ce qu'une association alimentaire? Une association alimentaire, par essence, ça va être de mettre deux ou plusieurs aliments en même temps sur un repas et de voir à partir de ce moment-là si ça va être dans le bon sens, c'est-à-dire si l'ensemble est cohérent pour notre capacité à le supporter, à le digérer, ou alors bah, si c'est incohérent, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes, des contrariétés digestives qui sont fortes, et puis bah, quand elles sont trop fortes, au bout d'un moment, ça ne passe plus, et là on parle de combinaisons alimentaires plutôt défavorables. Donc la notion d'association, c'est vraiment le fait de mélanger plusieurs aliments entre eux, par opposition au fait de dire je vais manger un seul aliment, hein, comme on fait dans la monodiète. Donc là, on va associer plusieurs choses, et quand on associe plusieurs choses, ben, si on fait juste des légumes entre deux légumes, si on fait légumes plus riz, ou légumes plus poulet, ou légumes plus un fruit, ça ne donnera pas les mêmes choses. Alors, il y a, pour que les gens comprennent, il y a un tableau dans cet ouvrage Oui, pour qu'on s'y retrouve avec des catégories favorables, c'est ça. moyennement favorables et puis défavorables. C'est ça. Non, mais j'ai vraiment voulu faire dans ce livre un tableau qui était quand même inspiré de ce qu'avait fait Désiré Mérien, parce que moi j'avais fait un autre tableau schématique que je trouvais intéressant pour avoir un autre regard sur les combinaisons alimentaires. Mais l'avantage de ce tableau, c'est qu'il reste très carré, très scientifique, donc ça Ouais. permet d'avoir voilà, une entrée, enfin deux entrées plutôt, et on croise et on voit ce que ça donne. Et puis si on doit mettre un troisième aliment, on refait la même chose avec les autres éléments. Mais j'ai vraiment voulu aussi l'approfondir, c'est-à-dire d'essayer de sortir du truc.
forcément défavorable ou forcément favorable, c'est de dire voilà, il peut y avoir certaines nuances. Donc des nuances qui sont bien sûr liées à notre état énergétique, à notre Mm. capacité, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et puis des nuances bien sûr au fait qu'il y a certains aliments, que ce soit Shelton ou Désiré Mérien, qu'ils ne voulaient pas voir dans le Mm. tableau. Et donc, comme ça fait quand même partie de notre mode alimentaire aujourd'hui, à tort ou à raison, hein, ça on peut toujours le Ouais. discuter, mais la question c'est ça en fait partie. Donc à partir du moment où c'est là, bah, il faut se dire, si les gens en consomment, c'est pas de leur dire il faut forcément le supprimer, il faut aller vers cette réduction, parce qu'il y a un intérêt à y aller. Mais soit, comme on l'a dit pour les produits animaux, bah, si on doit les réintégrer, bah, comment est-ce qu'on les réintègre, comment on les gère? Et puis des produits en effet industriels où on va dire que c'est pas génial de les consommer, vaut mieux les éviter, mais s'ils sont là, bah, comment essayer de les consommer de la meilleure manière qui soit pour que ça ait le moins d'impact négatif pour notre corps. Alors, tu parlais de deux choses, de science et puis de désir émérien. Je vais revenir dessus. Je montre voilà, le double tableau ici, qu'on a fait imprimer en couleur d'ailleurs pour que ça soit plus pratique Ouais, plus sympa à pour s'y regarder, plus retrouver. Ouais. agréable. Exact. Et puis voilà. Et donc, ben, tu as repris le travail de synthèse de désir émérien qu'il avait fait. Il a fait un gros pavé, Très mais gros livre. il y a une trentaine d'années à peu près. Ouais, Peu- peut-être même un peu plus, ouais, mais oui, c'est ça. sur les combinaisons alimentaires et tu parlais de science. Donc là, on a 5-6 pages, même plus, de références scientifiques, C'est ça. parce que tu as tenu à mettre à te mettre à la page de tout ce qui était sorti. Et donc, parce qu'il y avait quelque chose, même si Désiré est biologiste, il y avait à la fois de la science et de l'empirisme. C'est ça. Et là, avec 30-40 ans de plus, ce qu'on disait à la fois sur Shelton et sur le travail des désirés, aujourd'hui, on peut prouver C'est ça. la légitimité des combinaisons alimentaires. Aujourd'hui, il y a pas mal d'études scientifiques qui ont été faites, pas forcément toujours dans cette dynamique de faire un axe sur la digestion, le système digestif, son fonctionnement. Mais ce que l'on sait, et moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de dire voilà, le système digestif, on sait comment il fonctionne, ça c'est scientifique, c'est documenté. Et après, au niveau des mélanges, bah, il y a des choses pour lesquelles c'est documenté, mais de manière indirecte. C'est-à-dire, j'aime bien l'exemple avec le diabète, par exemple. Ben, une chose qu'on a étudiée pour le diabète par rapport à l'index glycémique, c'est de dire que si on rajoute, par exemple, du citron ou du vinaigre sur des pâtes ou du riz, on va réduire considérablement l'index glycémique. Et si on fait le joint en disant, bah oui, mais quand on a ça, et d'ailleurs dans l'étude c'est mentionné hein, directement, c'est que cette acidité va bloquer certaines enzymes digestives. Et donc en faisant ce blocage-là, bah, naturellement, on aura moins rapidement les glucides qui vont arriver dans le corps. Le problème, c'est que ça va dépendre de la quantité qu'on va en consommer. Si on en consomme un tout petit peu, ce blocage-là, il sera entre guillemets peu préjudiciable parce que la quantité fera que le corps arrivera quand même à faire la digestion. Si on consomme un plat qui est, on va dire, un plat assez classique au niveau des féculents, ben on risque d'avoir une partie de ces féculents mal digérés qui vont continuer son chemin dans le tube digestif et là, on va alimenter le microbiote intestinal de fermentation. Et donc, c'est là où ça commence à poser problème, où on voit que cette approche qui a été faite d'un point de vue indirect pour les personnes qui avaient des problèmes avec la glycémie, donc le diabète, entre autres, et ben on voit que cet avantage-là, il est très bénéfique sur la glycémie pour les gens qui sont en bonne santé, qui ont un bon état énergétique, et par contre qu'il est beaucoup moins significatif pour les gens qui ont déjà un état fragilisé au niveau métabolique. Donc c'est là où on en Ouais. revient sur la notion de terrain qu'on a abordée. C'est pour ça que c'est plus important pour moi de mettre un focus beaucoup plus sur la digestion que simplement de se focaliser sur l'index glycémique, où c'est très bien hein, de jouer l'index glycémique. Mais c'est parcellaire. Exactement. Et donc c'est ça, parce que là, évidemment, toi, tu n'es pas qu'auteur, tu fais aussi de la séance. Ouais, Et je pense que c'est ça, il faut que les personnes aussi qui nous regardent comprennent, c'est qu'il y a la théorie, c'est ça. mais il y a aussi beaucoup la pratique. Et c'est pour ça que je parlais d'empirisme avec Désiré. Avec le temps, on voit bien que son travail a évolué, parce que bon, il a une Oui. carrière on va dire, d'une cinquantaine À peu d'années près 50 ans, ouais. d'hygiénisme. Tout à fait. Donc, ça laisse le temps d'avoir des bases et puis d'en sortir un petit peu, parce que l'expérience a montré que. Et encore une fois, comme on vous le disait en préambule avec Raphaël, on est dans une époque où la vitalité organique de chacun est plutôt vers le bas, qu'on a des systèmes nerveux qui sont très agressés par le stress, le manque de sommeil, les pollutions de toutes sortes, qu'elles soient de l'eau, de l'air, Et électromagnétique. si on compare le travail quand il y avait Marcheseau, Shelton et même Désiré Mérien, c'est clair qu'aujourd'hui les organismes sont beaucoup plus affaiblis. Tu parles du stress, mais on devrait parler des champs électromagnétiques, les écrans qui nous bouffent énormément d'énergie. Et le problème, c'est que comme on n'arrive plus à avoir des temps de ressourcement, ben, on continue à puiser presque éternellement là-dedans, Mm. dans notre batterie, jusqu'au moment où la batterie est trop vide, quoi. Ouais. Donc c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que la fatigue que certains ressentent, qu'on appelle burn-out, nervous breakdown, épuisement, fatigue chronique, eh bien, en fait, ça se traduit aussi dans l'écosystème intestinal. Donc, vous avez pas ce qu'on appelle un intestin paresseux,
c'est que vous avez un système digestif qui est un peu effondré et qu'il faut du temps pour le reconstruire. Et on peut lui faire économiser de l'énergie, bien sûr, avec les choix alimentaires, bien sûr, avec le retrait de nourriture, avec l'absence de grignotage, voire des jeûnes intermittents, mais surtout en sachant correctement associer vos aliments. Donc voilà, je rappelle la référence de l'ouvrage, Guide des associations alimentaires, nutrition, compatibilité et menu, parce qu'à la fin, il y a toute une série de recettes de menus. Là, il y a deux choses à la fin pratico-pratiques. Il y a les Ouais, menus, et puis il y a toute une partie de réflexion sur l'évolution alimentaire selon les catégories d'âge, absolument. selon l'état physiologique. Donc on parle de l'enfant, de la personne âgée, de l'adulte, des situations de maladie, pour essayer de comprendre justement comment essayer d'adapter un petit peu ça, entre guillemets, à chaque profil d'une manière un peu standard, parce que c'est pas Ouais, une consultation à chaque fois, hein, mais c'est d'arriver déjà à trouver ses propres pistes en ayant déjà un petit peu un guide à ce niveau-là. c'est ça. Donc ce livre-là, puis accompagné d'un autre, un guide des vitamines et des minéraux pour optimiser son alimentation. Là aussi, il y a des recettes, des Tout à menus, fait. quasiment 200 pages, hein, pour aller de manière plus fine sur, on va dire, son alimentation. C'est ça. Raphaël, merci, Merci à toi. et bah, à très vite. À bientôt.